Madame, Monsieur, bonsoir. Content de vous retrouver une fois de plus ce lundi soir à l'occasion justement de votre émission consacrée à l'économie et à la gouvernance du sport en Afrique et dans toute la francophonie, Sport Business Africa. C'est ce nouvel épisode justement que nous venons vous présenter. On parlera de deux sujets tout aussi importants, comme d'ailleurs tous les autres que nous abordons chaque semaine. On reviendra sur l'élection à la Fédération camerounaise de football. Y aura-t-il effectivement élection en décembre prochain, ou du moins sommes-nous au bout du tunnel? C'est la question que nous allons essayer, à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de cette édition. On reviendra sur la suite de ce que nous avons déjà abordé la semaine dernière, notamment la visibilité de du basketball africain à travers la Basketball African League, qui est aujourd'hui l'une des compétitions interclubs les plus réputées, ou du moins les plus renommés, sur le continent africain. Voilà, madame, messieurs, les deux grands sujets qui vont marquer cette édition. On prend une petite pause et on se retrouve derrière pour présenter le panel de cette édition. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it. Voilà, avec moi donc ce soir pour aborder les deux sujets que j'ai annoncés tout à l'heure. D'abord, André Ounana, il est spécialiste en droit, il est spécialiste en administration, du sport. Il est, j'aime souvent l'appeler manager. Il est donc manager sportif. Il est là pour parler justement de ce qui concerne la Fédération camerounaise de football. C'est un sujet qui le concerne certainement. Bonsoir Ounana et bienvenue. Bonsoir Steve Gabanguela. Bonsoir à Alors, on va peut-être parler d'une petite actualité, c'est certainement la vôtre. C'est vrai que la saison sportive n'a pas toujours repris au Cameroun, mais vous continuez à travailler avec vos enfants. Tout à fait. On ne travaille pas en fonction des saisons sportives. On prépare nos talents à une carrière professionnelle. Et au Cameroun, on ne maîtrise pas encore les saisons sportives. On ne sait pas quand elles débutent, on ne sait pas quand elles se terminent. Et nous, on ne peut pas justement avoir nos activités calquées sur le modèle de fonctionnement de nos fédérations sportives. Donc, là, nous sommes en train de préparer les jeunes qui vont aller s'essayer ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est mieux organisé. Et on pense que d'ici à là, on va pouvoir produire des talents que nous allons mettre à la disposition, non seulement des clubs locaux, mais aussi des clubs étrangers. Tout à fait. Voilà, on espère justement que d'ici là, on aura de bonnes nouvelles du côté c'est la globale, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Très bien. Un autre invité donc sur ce plateau, c'est vrai qu'il vient dans sa casquette de marketiste du sport, mais il est membre quand même, il faut le rappeler, de la commission marketing du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Franck Gisela Onguéné, bonsoir et bienvenue. Salut Steve et salut à tous les téléspectateurs de CRTV Sport Entertainment. Ça fait plaisir de se retrouver encore aujourd'hui pour partager la passion de la gouvernance et de l'économie du sport. Alors, une nouvelle semaine s'est achevée de votre côté. Est-ce que finalement, vos 275 millions, vous les avez? Non, pas encore, malheureusement. Mais on travaille énormément. Il faut dire que la semaine dernière, justement, nous avons organisé des auditions des différents prestataires qui vont accompagner le COCAN dans le cadre des
les activités marketing. On a reçu une bonne cinquantaine de prestataires qu'on a retenus parmi les milliers de dossiers que nous avons reçus. Vous vous doutez bien que au Cameroun, c'est tout le monde qui veut participer à la fête. Il faudrait que la fête soit belle, mais ça se passe très bien. Il faut dire que en termes d'activité commerciale, on a officiellement lancé la commercialisation du pagne et de la compétition qui coûte donc $20, donc 10 000 francs CFA sur tout l'étendue du territoire national et même international. D'ailleurs, le pagne a été déjà aperçu dans pas mal de pays actuellement, en Turquie notamment en Turquie justement, par l'entremise de la première dame, organisé justement par le GFAC, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, sous le parrainage de la première dame du Cameroun. On est déjà en plein dans la CAN. La CAN, c'est demain, et comme l'a très bien dit un Camerounais, elle sera sucrée. D'accord. On l'espère très sucrée en tout cas. Voilà, on va parler du premier sujet de cette édition. Ça discute élection. La FECAFOOT verra-t-on le bout du tunnel? On est en train d'aller tout droit vers un bras de fer entre le professeur Albert Mbida, qui se revendique président par intérim, voilà, de la Fédération camerounaise de football, qui a été mis sur pied par l'Assemblée générale en tant que mandataire justement de cette assemblée de 2009, et le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, donc le président du comité provisoire de gestion de la Fédération camerounaise de football version 2009, donc pas digéré les mots qui lui ont été adressés, ou du moins qui ont été employés par le ministre de l'administration territoriale. Dans son communiqué de mercredi dernier, il présentait justement l'Assemblée générale de 2009 comme un groupuscule, ou du moins un groupe d'usurpateurs et d'imposteurs. Et puis le sénateur Albert Mbida est donc sorti de sa réserve, comme nous le précise dans ce reportage Donald Agnozoa. D'entrée de jeu, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, souligne que son attention a été attirée sur des réunions organisées par des groupuscules sans mandat au nom de la Fédération camerounaise de football. De l'avis du chargé de la sécurité intérieure, il est d'autant plus regrettable que de tels actes irresponsables et inconséquents sont posés au moment où le chef de l'État vient d'instruire l'inspection de toutes les infrastructures sportives devant abriter la CAN Total Énergie 2021. Prenant pour référence la position de la Fédération internationale de football association, le ministre rappelle avoir déjà indiqué dans un communiqué publié le 24 février 2021 que Seydou Mbombo Njoya reste le seul mandataire social et président de la Fédération camerounaise de football. Le communiqué met également en garde ceux qu'il qualifie d'usurpateurs et imposteurs, lesquels, pour des raisons purement égoïstes, continuent de poser des actes et tiennent des réunions au nom de la Fédération camerounaise de football, alors qu'ils n'en ont aucune qualité. En bas de page, le communiqué du ministre Paul Atangandi instruit au gouverneur des régions de ne plus tolérer de tels écarts de comportement qui ternissent l'image du Cameroun. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Voilà, donc les élections des exécutifs et délégués des ligues régionales de football dans les 10 régions du Cameroun ont donc eu lieu la semaine dernière, et donc ont produit leur verdict. Si quelques noms reviennent, d'autres font leur entrée aux affaires. Parmi les élus du jour, 4 cadres indéboulonnables du régime actuel de la FECAFOOT, donc du régime Seydou Mbombo Njoya. Il s'agit notamment de Céline Eko, élue présidente de la Ligue régionale du Sud, Abomo Amadou dans la Damawa, Boubakari Bello dans l'extrême nord, et bien sûr François Kwedem dans la région de l'Ouest Cameroun. Faisons le round-up avec Frampec. La course à la présidence de la Fédération camerounaise de football se fera avec Samuel Eto'o fils et Seydou Mbombo Njoya. Les deux hommes ont été élus lundi dernier parmi les délégués qui prendront part à l'élection le 11 décembre prochain. Si l'ancien buteur de l'Inter de Milan et du FC Barcelone peut jubiler grâce à son élection de délégué dans la Ligue régionale du Littoral, reste que son adversaire numéro 1 n'a pas chômé non plus. Dans la région de l'Ouest, la liste parrainée par Seydou Mbombo Njoya et conduite par François Kwedem a été plébiscitée. De même, le président sortant de la Fédération camerounaise de football a lui aussi été élu au poste de délégué de la région en vue de l'ultime élection. Si Eto'o et Seydou ne sont pas encore officiellement candidats à ce scrutin, ils sont au moins sûrs qu'ils voteront. Pour ce qui est des élections des exécutifs au sein des ligues régionales, parmi les élus du jour, 4 cadres indéboulonnables du régime actuel de la FECAFOOT.
Il s'agit de Céline Eko, élue à la présidence de la Ligue régionale du Sud, Abo Mohamedou dans l'Adamawa, Boubakari Bello à l'extrême nord et François Quedem à l'ouest. Pour le reste, ce sont de nouveaux visages, mais bien connus du milieu du football camerounais, qui prennent en main le destin de plusieurs régions. Si certains sont réputés proches du président sortant de l'instance fêtière, Seydou Bombonjoya, d'autres semblent avoir fait allégeance au candidat déclaré Samuel Eto'o. Le remplaçant de Seydou Bombonjoya sera a priori connu au soir du 11 décembre prochain. Une issue toutefois qui ne semble pas être facile à atteindre au regard de l'actualité qui prévaut au sein de l'instance fêtière de football camerounais. Voilà, merci à notre ami Frampek pour cet élément. Alors, André Ounana, première question du coup, quand on suit justement cet élément, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, ces crépages de signaux entre différentes assemblées générales de la Fédération camerounaise de football? Ça date quand même de bien longtemps depuis l'adhésion du TAS. Je ne vais pas dire que c'est la méconnaissance de statuts, je vais dire que c'est la mauvaise foi. Parce que les statuts de la FIFA sont clairs. La FIFA demande que personne ne s'ingère dans les affaires internes de ces associations membres. Et en 2015, il y a une sentence qui avait été rendue qui reconnaissait l'Assemblée générale de 2009 parce que c'est elle qui avait régulièrement élu le dernier président de la fédération, M. Ian Mohamed. Tout à fait. C'est pour ça que cette fédération, cette Assemblée générale reste la seule légitime, la seule, je le dis bien, parce que après Ian Mohamed, toutes les élections ont été annulées par les décisions du TAS. Tout à fait. Il faut qu'on parte d'abord de là pour comprendre le fondement de l'AG de 2009. En réalité, l'AG de 2009 s'est rendu compte que la FIFA et le TAS avaient décidé de foutre le bordel dans leur fédération. Elle a donc décidé, cette Assemblée générale, de prendre son destin en main, de convoquer une Assemblée générale. Elle avait convoqué une première qui a été déboutée par la CCA parce que, n'ayant pas été convoquée dans les bonnes dispositions. Elle s'est ravisée, elle a donc adressé au président de la fédération, par intérim, une correspondance pour lui dire, nous comptons organiser une Assemblée générale extraordinaire. On a cité toutes les personnes, tous les membres de l'AG 2009 qui étaient favorables à l'organisation de cette Assemblée générale extraordinaire. Le président n'ayant pas organisé cette Assemblée, naturellement, les membres de 2009 ont donc organisé une Assemblée générale qui a porté à la tête donc, du comité provisoire exécutif le sénateur Albert Mbida et tous les autres membres. Donc, naturellement, voilà les personnes qui doivent parler au nom de la fédération. Ce qui manque, je le dis toujours, c'est l'approbation justement de la FIFA. C'est justement cette question que j'allais poser, parce que la FIFA a quand même donné quitus à l'exécutif actuel dans le cadre de la continuité des affaires pour pouvoir fonctionner en attendant. La FIFA ne donne pas quitus comme ça. La FIFA, pour... En tout cas, le TAS a demandé à la FIFA de le faire. Non, mais justement, est-ce que c'est du ressort du TAS? On a demandé au TAS d'annuler l'élection. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Le TAS n'a pas dit qui doit être président ou pas. Le rôle du TAS se limite là. Parce que tout est prévu dans les statuts de la FIFA. Oui, mais après, c'est la FIFA qui décide. Non, mais attendez, de normalisation ou pas. Je veux vous montrer que la FIFA et le TAS jouent un rôle trouble, justement, dans la fête de la FECAFOOT. Je suis en train de vous dire que la FIFA, le TAS n'a pas dit qui est président ou pas. On a saisi le TAS à l'effet d'annuler les élections. Et même de reconduire l'exécutif de 2009. Le TAS a dit non, je ne peux pas reconduire l'exécutif de 2009 qui devait être présidé par John Begeminde. C'est là, ça s'arrête là. C'est à la FIFA de dire, ok, puisque l'élection est annulée, nous devons donc revoir nos statuts. Qu'est-ce que nos statuts disent? Nos statuts disent que soit nous mettons un comité de normalisation, soit nous permettons que les organes en place puissent eux-mêmes désigner des responsables. C'est ce que 2009 a fait, puisque la FIFA a choisi, par exemple, de mettre un comité intérimaire. Ce n'est pas statutaire. C'est ça le réel problème. C'est qu'il n'y a pas eu d'acte, justement, juridique est-ce que qui a vous me pouvez accompagné montrer une correspondance, soit du Congrès, soit du comité exécutif qui accompagne? Non, c'est la volonté du président de la FIFA qui n'est pas la FIFA. Il faut faire attention. Il faut faire attention. La FIFA est constituée de 200
11 associations membres. Ce sont ces associations membres qui sont les patrons de la FIFA. Ce n'est pas le président de la FIFA. Figurez-vous que ces 211 associations membres sont capables de décider aujourd'hui de la dissolution de la FIFA. Tout à fait. Ces 211 membres sont capables de décider de la délocalisation de la FIFA, qui peut partir de la Suisse pour un autre pays, pour la France, ainsi de suite. Donc, ce sont ces associations membres qui sont les patrons de la FIFA. Ce n'est pas le président de la FIFA. Donc, le discours d'un président de la FIFA n'engage pas cette institution-là. Donc, on se retrouve là parce que, justement, il y a eu un flou, notamment l'article 235 qui a été glissé comme ça, malencontreusement, et qui crée ce bordel. C'est cet article qui pose ce problème. Qui pose problème. Maintenant, moi je pense sincèrement que on n'a pas besoin d'arriver aux exéquatures. On a l'application des sentences de bonne foi. C'est-à-dire que on a rendu un verdict, et puis vous vous rendez vous-même compte qu'effectivement, on a annulé une élection. Mais c'est quand même incompréhensible de voir que on a annulé votre élection et on vous parle d'intérimaire. Vous assumez quel intérim? De quoi s'agit-il? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, 2009 à la légalité, c'est la FIFA qui doit pouvoir jouer son rôle en faisant respecter les statuts. Tout à fait. Alors, Francis Longuéné, il y a quand même justement cette actualité avec la sortie du MINAT, on va le dire, qui est consécutive à cette réunion tenue par visioconférence par l'Assemblée Générale de 2009, où le MINAT dit qu'il ne veut pas justement de cette Assemblée qui pourrait donc être considérés comme des usurpateurs ou des troubleurs. Est-ce que la sortie du MINAT dans une période aussi, dans une crise comme celle que traverse aujourd'hui la Fédération camerounaise de football est opportune selon vous? Je pense que non. Et honnêtement, et même, je dirais même pas que traverse le football, je dirais que traverse le Cameroun. Je pense que le MINAT doit avoir beaucoup d'urgence et beaucoup de priorités. D'autant plus que les textes sont clairs, les textes de la FIFA sont clairs. Le MINAT cite la FIFA dans sa correspondance. Les textes sont clairs, pas d'ingérence. Quels que soient les problèmes qu'il y a, le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans les affaires, dans les discussions internes au point de dire « je reconnais M. Nguena comme le président de la FECAFOOT, je reconnais M. Nguéné ». C'est de l'ingérence. C'est proscrit d'abord par les textes de la FIFA, mais aussi par la charte olympique que le Cameroun a ratifiée. Donc à partir de ce moment-là, je pense que soit le ministre est mal entouré, c'est possible, soit il a simplement été mal conseillé parce qu'il n'y a pas une urgence. Je pense que au Cameroun, le seul ministère qui répond des associations sportives, c'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et c'est ce ministère qui, justement, a autorité pour reconnaître ou alors pour faire valoir la tutelle gouvernementale. Parce que si vous êtes dans un contexte où, par exemple, on parle des associations culturelles et que le ministre des Sports sort de sa réserve et rédige une correspondance pour dire à la SONACAM, je reconnais que c'est M. Nguena qui est désormais le président. Mais le MINAT estime quand même qu'il s'agit d'un trouble à l'ordre. S'il y a trouble à l'ordre, il doit intervenir. Où est le trouble? Il n'y a pas de trouble. Maintenant, sur la question des réunions, il faut dire, et ça aussi, c'est ce qu'on appelle, ce sont les questions de vide juridique. Lorsque la loi n'interdit pas quelque chose, ça veut dire qu'elle permet cette chose-là. Maintenant, lorsqu'on parle des réunions par visioconférence, les réunions par visioconférence ne sont pas interdites par la loi, ou du moins ne sont pas réglementées par la loi du Cameroun. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas justement y voir un délit que de tenir, parce qu'en fait, le cyberespace n'est pas un espace où, quand, par exemple, on dit on déclare, il fallait un certificat d'attestation, un récépissé d'attestation, une déclaration de manifestation, pour une réunion déjà, qui peut se tenir dans un lieu privé ou dans un cyberespace, je ne pense pas qu'il faille particulièrement déclarer. Sinon, quel serait le quartier? Je pense pas que Internet soit un quartier de la ville de Yaoundé. Donc là, il y a tous ces éléments-là qui ne ressortent pas. Moi, dans ce type de situation, puisqu'on est dans une perspective et surtout dans une dynamique prônée par le président de la République, qui est la dynamique de la dynamique intergouvernementale, dans ce type de cas, si le ministre Atangandi pense que les problèmes à la FECAFOOT peuvent, d'une manière comme d'une autre, avoir un rapport avec son département ministériel, il peut effectivement écrire une correspondance à son homologue pour dire, monsieur le ministre,
nous vous écrivons par rapport à une situation, une association qui est placée sous votre autorité, parce qu'il faut le dire, la FECAFOOT est placée sous l'autorité du ministère des Sports. Ouais. Donc, vous qui êtes placé sous votre autorité, nous pensons que cette situation peut créer un désordre public ou je sais pas moi quoi. Essayez d'y voir clair là-dessus. Et nous souhaitons que ensemble, ou du moins vous essayez de nous tenir, de nous en dire plus, ou alors d'y voir clair. De nous garantir les conditions de sécurité. Tout à fait. C'est la collaboration intergouvernementale. C'est la dynamique qui a toujours été prônée par le chef de l'État. Mais lorsque le ministre outrepasse ses fonctions, parce que ça c'est un dépassement de fonctions, et même se transcende et décide là je pense que on a plus d'urgence. Le Cameroun aujourd'hui traverse une période très difficile d'ailleurs. Il y a l'organisation de la CAN qui nécessite une véritable surveillance du territoire et surtout une véritable implication en termes de renseignement et tout ce qui va avec. Le MINAT a énormément à faire. Nous sommes dans une perspective où on est en train d'implémenter la décentralisation et la CAN, il faut le préciser aux téléspectateurs, est le moyen le plus adéquat. D'ailleurs, c'est pour cela que le président de la République tient à cette compétition, parce que ce sera l'opportunité pour le Cameroun d'implémenter véritablement et de manière pratique et pragmatique le code de décentralisation du Cameroun. Comment? Avec le transfert de compétences. C'est pour cela que la particularité de cette CAN, par exemple, sera que le Cameroun va signer des accords, la CAF va signer des accords de ville avec des villes hautes, ce qui n'arrive que lors des Coupes du Monde. Donc c'est la preuve que le Cameroun veut utiliser cet événement-là pour implémenter la décentralisation. C'est là où le MINAT devrait pouvoir beaucoup plus s'engouffrer que d'aller dans des batailles internes à la FECAFOOT où on l'attend véritablement pas en fait. Alors, André Ounana, il y a quand même que dans cette situation, ou alors dans cette crise, je vais appeler ça comme ça, que traverse aujourd'hui la fédération camerounaise de football, jusqu'ici, la personne habilitée à parler pour le moment, ça reste quand même l'exécutif actuel, puisque il y a encore rien qui lui enlève, peut-être pas lui enlève sa qualité, mais qui le force à partir de Tchinga, puisque lui, il se base sur ce que la FIFA a dit, et derrière, il y a l'AG de 2009 qui se base sur la décision du TAS. Comment on gère ce type de situation? Vous avez parlé, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de la bonne foi, mais après, si on n'est pas de bonne foi... J'ai interpellé la FIFA. Ouais. Et je lui dis toujours, ce que la FIFA fait au Cameroun, elle ne peut pas le faire en France. C'est impossible. C'est parce qu'on n'est pas une fédération forte, du moins pas encore. C'est pour ça qu'on se retrouve ancré dans ce genre de bataille. C'est la FIFA qui sème le désordre. La FIFA n'a qu'à faire appliquer les statuts. C'est la solution. Vous avez vu. Moi, je me rappelle lorsque le TAS avait annulé les élections pas le TAS, la CCA avait annulé les élections de M. Tombi Aroko comme président de la fédération. Le ministre Bidonpak était sorti et s'était comporté de la même façon. C'est-à-dire qu'il a transformé une décision de justice pour dire que non, la CCA n'a pas le droit de faire ci, de faire ça. Ouais. Mais quand la FIFA a tapé la main sur la table, même lui, ministre des Sports, il s'est aligné. Mais pourquoi je dis que la FIFA ne nous aide pas? Parce que justement, la FIFA procède de la même façon. Ouais. Pour le cas de Tombi Aroko, la FIFA ne voulait pas le départ de Tombi. Elle a même convoqué les acteurs du football à Conakry. Certains se sont dit, mais on parle du football camerounais, vous nous convoquez à Conakry, on ne vient pas. On ne vient pas, ils ne sont pas partis. Ceux qui sont partis sont arrivés là-bas, ils ont conclu qu'il n'y avait rien à faire parce que les personnes qui avaient qualité, parce que pour justement parler, il faut avoir qualité, il faut être un club, il faut avoir un intérêt dans le conflit, ainsi de suite. Ces personnes ne sont pas parties à Conakry. La FIFA a été dos au mur et contrainte justement à mettre en place un comité de normalisation. C'est parce qu'aujourd'hui justement, les dirigeants, les gouvernants se sont mêlés à la bataille et même du côté de ceux qui n'ont plus qualité. C'est pour ça que la FIFA se dit, bon, on vous laisse un peu gérer comme vous voulez, mais quand la FIFA va se sentir dos au mur, elle sera obligée de revenir à l'ordre statutaire. Ce sont les statuts qui priment. C'est pas tout ce qu'on veut, les accointances, les amitiés, non. Quand M. Infantino a été frappé par la FIFA, mais il est parti. Il est parti. Pourquoi là-bas on a fait appliquer les sentences? Pourquoi le président de la FIFA n'a pas dit non, Infantino ne pas en fait, je voulais parler d'Ahmad Ahmad, excusez-moi. Pourquoi le président de la FIFA n'a pas dit bon, Ahmad Ahmad, il peut rester intérimaire?
Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas la question de vouloir protéger, par exemple, la grande compétition qu'est la Coupe d'Afrique, par exemple, qu'organise aujourd'hui le Cameroun? Je ne parle pas peut-être de protéger les tutus personnels qui est Mbombo Njoya, mais de protéger celui-là qui est quand même au départ, depuis 3 ans, on va le dire, depuis avant, en tout cas, qui est là avant, on va appeler ça quoi, le glissement de date pour la précédente en 2019. Mais on se dit peut-être il faut traverser l'étape Coupe d'Afrique et revenir voir ce qui... On aurait pu faire ça avec Tombi Aroko, puisque c'est lui qui est allé, je pense, en 2014, défendre la Coupe d'Afrique. Mais il allait jusqu'en 2017. Non, mais justement, on devait organiser la CAN en 2019, il est parti avant. On pourrait aussi dire que comme c'est lui qui est allé défendre la candidature du Cameroun, on devait le laisser organiser la CAN 2019, mais quand les décisions sont tombées, il est parti, et puis on a organisé une autre élection. Si cette élection avait été bien organisée, on ne serait pas en train de parler. Non. On ne peut pas parler de protéger la CAN. La CAN ne souffre de rien. Et moi, je vais vous dire, c'est un indicateur. Donc, quand je dis protéger, c'est pas le retrait, hein. C'est protéger, genre, quelqu'un a commencé, il faut bien qu'il non, mais finisse, pourquoi il n'a pas qualifié non, il a été mal élu. C'est tout. Il a été mal élu, ça veut dire que il ne répond pas à la volonté des membres de l'Assemblée générale. C'est tout. Il a été mal élu. Donc, il ne peut pas conduire le destin de la fédération. Ce n'est pas possible. Maintenant, je dis encore, je le répète, la FIFA véritablement a intérêt à ce que les acteurs du football s'émancipent. Peut-être qu'elle a peur aujourd'hui. Elle a peur parce que, par la FIFA, moi je parle des responsables de la FIFA, des dirigeants, pas de la FIFA elle-même. Je vous disais que la FIFA, ce sont les associations membres. Maintenant, les dirigeants ont peut-être peur parce que c'est une question d'élection. C'est-à-dire que je vais positionner celui qui va pouvoir me défendre demain. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre qu'on viole de manière répétitive les statuts d'une association et la FIFA est muette. Pourtant, c'est son devoir régalien, celui de s'assurer que ces associations membres respectent ces statuts au quotidien. On ne peut pas comprendre ça si on ne voit pas ça sous le prisme d'une préparation des échéances futures. Utiliser les acteurs qu'on peut facilement manipuler. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, avec tout ce qui se passe, vous parliez tout à l'heure, Franck Gislain parlait des réunions en visioconférence et de la sortie du ministre. Moi, je vais chuter par là. Elle est inopportune parce que effectivement, cette assemblée de 2009, qui a dans un communiqué indiqué qu'elle devait se rendre à Tinga pour s'installer, a mis sur la place publique un autre communiqué pour dire que, ok, il y a des personnes qui sont en train de vouloir s'aimer le trouble. On va nous associer à des brigands, à des malfrats. Nous, on préfère ne plus y aller. Si, effectivement, ça avait été confirmé, le ministre était fondé de dire que, ok, il y aura certainement un problème de trouble à l'ordre public. Parce que il y a des personnes qui sont là, vous allez déloger, commence à une décision, par exemple, de justice. Est-ce qu'un procureur a mis les forces de maintien de l'ordre pour s'assurer que votre installation soit... Non, à ce moment, le ministre peut donc sortir et dire non, comme je suis le garant de l'ordre public au Cameroun, je pense que je dois prévenir. Et pour prévenir, il faut que je trouve le moyen d'annuler ou alors de mettre de côté tout ce qui veut créer le trouble. Donc moi, je dis encore, je me répète, Gapin, c'est la FIFA qui crée le désordre parce qu'elle a tous les moyens de faire en sorte que 2009 s'installe parce que, quoi qu'on vous dise, il y a les statuts, allez lire les statuts, l'article 13 là, de la FIFA, allez lire les statuts de la FIFA, allez lire l'article 19 et l'article 20, vous allez comprendre que tout a été prévu. Tout a été prévu, mais pourquoi on n'applique pas? C'est ça la grande question. Alors, Franck Gislain Nguéné, il y a quand même justement la question des élections qui doivent chauffer, on va dire, dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois. En tout cas, les prochaines semaines, c'est encore plus sûr parce qu'on parle d'une élection le 12 décembre prochain. Mais avec ce qui se passe, il y a des doutes qui se font. Est-ce que finalement... on va aller jusqu'au bout du processus. En tout cas, il n'y a que les élections au niveau des régions ont eu lieu et les exécutifs des ligues régionales sont bien évidemment connus. Après ce qui s'est passé justement à ce niveau-là, comment est-ce que vous avez apprécié cela?
Oui, il faut dire que tel que c'est parti, c'est clair que les élections vont aller au bout. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure dans le papier de Frampec. Peut-être on le reverra encore tout à l'heure à l'écran, que ça bouge. Ça bouge dans les différentes régions, dans les différentes ligues régionales. On a également cette certitude là de se dire que quoi qu'il arrive, on a déjà élu. Mais c'est clair que le processus est entaché de beaucoup d'irrégularités. Mais il faut dire une chose, c'est devenu un fonds de commerce. Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, d'ailleurs, j'ai produit une série de 5 vidéos, donc la 4e qui sera publiée probablement demain, mardi. Alors, il faut dire une chose. Nous sommes dans une dynamique où les gens ont compris clairement que on n'a pas besoin d'organiser un processus électoral transparent. On n'a pas besoin. On organise un mauvais processus électoral, on gagne, d'accord? Et puis on a 2 ou 3 ans. D'ailleurs, Bomonjoa est à 4 ans pratiquement. 2018, on va aller à 2022 si jamais il gagne. Bon, bref, il a plus de 3 ans. Il est à 3 ans. Il a plus de 3 ans. C'était en septembre la dernière. Décembre 2018. Décembre. Ouais. Voilà, donc il a plus de 3 ans. Son élection. Non, il aura 3 ans en décembre. Tout à fait. Prochain. Son élection a été très mal organisée. Elle a été émaillée, entachée de beaucoup d'irrégularités. Mais à la fin de la journée, c'est lui qu'on appelle président. C'est lui qui a signé l'accord cadre. Donc du coup, c'est devenu un business. C'est devenu un bon business. Ça marchait avec Tombiaroko. Ça marche aujourd'hui avec Bomonjoya. Ça marchera encore demain avec celui qui sera là. Donc, du coup, aujourd'hui, honnêtement, la régularité des élections n'est pas la priorité pour les uns et les autres. Mais moi, je continue de dire que la meilleure façon d'organiser, de restructurer notre football, ce serait après la CAN, puisque de toute façon, on peut pas jouer une CAN sans fédération. Ce serait après la CAN de tout casser, de recommencer à zéro. De repenser le projet, de repenser justement les principaux, de changer même les visages qui aujourd'hui sont à la tête de cette structure-là, et d'amener les uns et les autres à comprendre que le football doit aujourd'hui être un élément essentiel, participant à la fameuse vision stratégique 2030, la SND du président de la République. Pourquoi ? Parce que le Cameroun a investi près de 3 000 milliards de francs CFA dans la construction des infrastructures sportives. Aujourd'hui, le Cameroun pilule d'infrastructures sportives. Mais ces infrastructures doivent être rentabilisées et doivent être viabilisées. Et pour pouvoir rentabiliser, il faut créer du spectacle sportif. Et la création de ce spectacle sportif passe par des acteurs professionnels qui s'y connaissent, qui sont formés, qui ont la volonté, la détermination, l'envie de pouvoir penser à nouveau le football d'une autre manière au Cameroun. Et forcément, il faudra des acteurs qui soient dans cette dynamique-là. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, soit on va sur cette base-là, soit alors on est dans une dynamique où on va continuer dans le chaos, dans le capharnaüm dans lequel on est aujourd'hui, et malheureusement cela va nous coûter très cher. Moi je pense clairement qu'il faudrait que dès maintenant on soit dans une logique de se dire que de toute façon ces élections ils iront à la fin, ça il y a rien. De toute façon, Bomonjoya, il sera là, puisque de toute façon, la FIFA semble l'aimer. Le ministre de l'administration territoriale semble aussi très bien l'aimer aussi. Il y a pas mal de personnes aussi qui semblent bien l'aimer, malgré son inégalité ou son illégitimité. Donc, il sera là, au moins jusqu'à la CAN. Mais je pense qu'après la CAN, il faut qu'on reparte à zéro, qu'on remette les comptes à zéro, parce que de toute façon, cette élection, elle ira à son terme, elle sera annulée. Ça, c'est logique même déjà. Si la CCA ne l'a même pas déjà annulée. Donc, du coup, on aura donc des raisons après la CAN de pouvoir dire de toute façon, l'élection, vous voyez tout ce que l'élection a été annulée, donc on arrête tout ça. Et puis, on change les hommes. Et quand je dis changer les hommes, c'est vraiment changer les hommes. Il serait important qu'on puisse véritablement être dans une dynamique où ceux qui ont été là ont montré leurs limites. Je pense que l'incident qu'on a eu la semaine dernière avec la demande d'explication d'Nganamouit par rapport à la mission qui lui a été confiée par le président de la République, où on a un président de FECAFOOT qui a été nommé dans une mission avec sa collaboratrice et qui découvre sur le terrain cette information-là et demande à sa collaboratrice pourquoi tu es ici, pourquoi tu n'es pas là-bas, parce que justement on n'a pas des dirigeants qui anticipent un certain nombre de choses, qui pensent véritablement et qui intègrent les notions de l'administration et du management des organisations sportives. Et ça, il faut le faire, il faudra former. Et je me dis que
ça passe forcément par une restructuration à zéro, quitte à être suspendu par la FIFA. Je pense d'ailleurs on sera suspendu. D'ailleurs il faut même qu'on soit suspendu par la FIFA. D'ailleurs le Tchad a été suspendu et le Tchad, je ne dis pas que le Tchad va gagner la CAN, mais aujourd'hui je crois ça a été le cas avec le Nigeria. ça se passe bien. Le Nigeria a été suspendu également, me semble-t-il, en 2012. Ils ont restructuré et en 2013 ils ont gagné la CAN. Donc je pense qu'il faudrait véritablement, de toute façon, la Coupe du Monde, la seule chose qui pourrait faire en sorte que on ait peur de la sanction, c'est qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde. Je souhaite bonne chance aux Lions indomptables, mais on n'est pas très très bien parti pour gagner la Coupe du Monde non plus. Donc du coup, ce ne serait pas une grosse perte que de subir une sanction, le temps de restructurer et de gagner après de nombreux trophées. Alors, André Onana, une fois que les élections sont tenues, en tout cas au niveau des régionales, et naturellement l'élection, je vais appeler ça nationale, donc aura lieu le 12 décembre prochain. Est-ce qu'on peut espérer une sortie de crise avant cette échéance électorale-là, naturellement, de la part des instances tutélaires que sont la FIFA et le ministère camerounais des Sports? Déjà en administration du football, on ne parle pas de FIFA comme tutelle des associations membres. C'est pas faisable. On parle de tutelle, on parle d'un rapport ascendant d'une institution sur les autres. Ouais. Vous voyez, la FIFA est une institution qui regroupe en son sein les associations membres. Donc, les patrons de la FIFA, ce sont les associations membres, c'est pas l'inverse. Donc, la FIFA ne peut pas être la tutelle des associations membres. Je vous ai indiqué tout à l'heure que ces associations membres sont capables de dissoudre la FIFA. Ces associations membres sont capables de démettre le président de la FIFA. Donc, la FIFA est là pour gérer justement ces associations qui l'ont d'ailleurs voté. D'accord. Donc, maintenant, justement, nous avons une tutelle. La fédération a une tutelle, le ministère des Sports, qui justement a un service qu'on appelle le service, je pense, des normes. La DINSOS, justement, la direction des normes, voilà. C'est du suivi des organisations sportives, qui veille au respect de la réglementation. C'est cette direction qui est là pour se rendre compte que les fédérations sportives nationales respectent la loi du Cameroun et leur propre statut. C'est pour ça que le ministre des Sports avait, lorsque l'Assemblée générale avait été convoquée par le président de la fédération, il a dit non, cette Assemblée générale ne peut pas se tenir parce qu'il a énuméré les raisons. Ouais. Mais on a tapé rapidement sur ses doigts parce qu'on avait les accointances ça et là pour qu'elle se tienne au forceps. Franck l'a indiqué, elle sera annulée. Pourquoi elle sera annulée? La CCA a déjà annulé les élections au niveau départemental. Et c'est une chaîne. Dès qu'il y a un souci au niveau départemental, ça a une incidence sur le niveau régional, et le niveau régional a une incidence sur le niveau fédéral. Donc cette élection, ma banque ça qu'a fait annuler les élections au niveau départemental. Seulement sur la liste des clubs qui étaient qualifiés pour prendre part au processus. Donc, on dit au quartier qu'on court dans le sac, et Franck, je disais, ça arrange certaines personnes, qu'on n'ait pas un exécutif bien élu, mais il s'agit quand même de l'argent qu'on est en train de dilapider. Ouais. Oui, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas qualité, qui se retrouvent à ce niveau. Donc, je dis que le ministère des Sports, qui est la tutelle, il faut le dire, de la Fédération camerounaise de football, essaye tant bien que mal de jouer son rôle. Mais on va vous dire que voilà, le ministre n'aime pas le président de la Fédération. Pourquoi il va l'aimer? Pourquoi il va l'aimer? C'est pas sa copine. C'est pas sa copine. Non, vous avez des relations de travail. Vous avez un président de fédération dont son activité est encadrée par les statuts. Il ne se lève pas un matin et il va dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ici? Non, ce n'est pas ça. Il a des statuts. Il nomme en vertu des articles qui donnent le pouvoir de nommer. Tout à fait. Donc, moi je pense que on a un gros souci, et Franck l'a dit. Il faut peut-être recommencer à zéro. Il faut reconstruire notre Donc c'est parti pour au moins après la CAN. Bon, cette bataille. Vous savez, ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais une simple analyse. Je me dis, les gens ont tiré par exemple sur le candidat Samuel Eto'o pour dire que pourquoi il a été candidat. Mais s'il n'était pas candidat à cette élection, il ne devait pas avoir la qualité pour aller, pour contester. Parce qu'il faut avoir la qualité. Tout à fait. Il faut être un club. Parce que le club est membre direct de la fédération, membre indirect de la CAF, membre indirect de la FIFA. Donc, pour avoir cette qualité, il faut être club.
Vous comprenez? Maintenant, il a réussi à être quoi? Délégué. À partir de ce moment, il est fondé de contester cette élection. Est-ce qu'elle va se tenir? Oui. Si elle se tient et que c'est lui qui gagne, peut-être qu'il va rassembler tous ceux qui voudront aller pour essayer de changer les choses. Justement pour essayer de changer les choses. Parce que si personne ne se plaint, on va se dire, ok, il y a peut-être eu un consensus, ils vont mettre tout à plat, ils vont avancer. S'il ne gagne pas, il se dit que celui qui a gagné est illégal. Il va aller aux tasses. S'il a gain de cause, on va recommencer. On va encore peut-être installer un nouveau comité de normalisation. Mais je dis que nous sommes loin de la sortie d'auberge. En tout cas, je vais peut-être citer l'un de nos anciens invités qui parlait, lorsqu'on abordait justement cette question d'élection à la Fédération camerounaise de football, c'est d'ailleurs Bernard Basson, qui est juriste en droit international du sport, qui nous avait rappelé ici que le processus électoral actuellement entamé au niveau de la Fédération camerounaise de football n'est certes pas légal, mais elle reste légitime. Donc, le processus électoral qui se tient garde toute sa légitimité. On va marquer une petite pause. On va se retrouver juste derrière pour parler un peu de basketball. Il s'agit du développement, on va dire ça comme ça, ou de la visibilité du basketball africain. À tout de suite. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it. Voilà, de retour donc sur ce plateau, on parle dans le focus de cette édition basketball africain, comment accroître la visibilité. La course aux places pour la seconde édition de la Basketball Africa League a débuté la semaine dernière dans le cadre du slogan dénommé Road to Basketball Africa League 2022 ou alors 2022. Cependant, on constate encore une faible visibilité des équipes qui y prennent part et même de la compétition en elle-même. Est-ce un problème de vision marketing ou alors simplement de culture? On en parle avec nos experts sur le plateau et ceux qui seront bien évidemment en décrochage tout à l'heure et qui nous attendent déjà au bout du fil. Mais avant, revenons sur ce reportage que nous aurons dû vous proposer la semaine dernière, mais avec des problèmes techniques, nous n'avons pas pu, qui a été signé de nos confrères de la BBC Afrique. On regarde et on se retrouve derrière. Les meilleurs clubs de basketball africains vont s'opposer lors d'une toute nouvelle compétition lancée pour promouvoir ce sport, stimuler la croissance économique et dénicher de nouveaux talents. Ce qui explique l'intérêt de la NBA à organiser une ligue hors des États-Unis pour la première fois de son histoire. Nous sommes ici en Afrique parce que nous pensons pouvoir y avoir un impact énorme. Nous y voyons une opportunité pour ce continent de plus d'1 milliard de personnes avec cette affinité incroyable pour le basket. La FIBA, l'instance dirigeante du basket mondial, est aussi impliquée à la recherche du prochain Joel Embiid ou Pascal Siakam. Cette compétition remplace l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions, un ancien tournoi panafricain en place depuis 1971. Prévu en mars dernier, son lancement a été freiné par la Covid-19. Alors, comment va-t-elle fonctionner ?
Eh bien, c'est un peu comme la Ligue des champions européenne de football. 12 équipes participent à la compétition et pour la saison inaugurale, les clubs champions d'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie étaient qualifiés d'office. Les 6 autres clubs ont dû passer par une phase qualificative. Des clubs représentant l'Algérie, le Cameroun, Madagascar, le Mali, le Mozambique et le Rwanda ont arraché leurs billets. À l'origine, 7 villes d'Afrique devaient accueillir les matchs. Mais en raison de la pandémie, ils se tiendront tous dans la Kigali Arena. L'opportunité d'attirer les supporters rwandais. Ils pourront voir tous ces anciens joueurs et actuels joueurs de la NBA au Rwanda jouer localement. Pour moi, le potentiel est énorme. Nous nous propulsons par nous-mêmes du niveau amateur au niveau professionnel. Le format a également été ajusté avec moins de matchs que prévu. Les équipes sont divisées en 3 groupes de 4. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les quarts de finale. Il y aura 26 matchs au total, avec les premiers joués le dimanche 16 mai et une finale prévue 2 semaines plus tard, le 30 mai. Chaque équipe comptera 12 joueurs dans son effectif. 8 d'entre eux doivent venir du pays d'origine de l'équipe, seuls 4 étrangers sont autorisés et au moins 2 doivent venir d'autres pays africains. Ainsi, sur les 144 joueurs participants, au moins 120 seront africains. Pour ce qui est du coronavirus, la Ligue affirme qu'elle aura des protocoles sanitaires stricts au Rwanda. Les organisateurs espèrent que la Basketball Africa League suscitera des rêves de panier auprès de millions de jeunes Africains dans les années à venir. Merci donc à nos amis de la BBC Afrique pour cet élément. Alors, Francis Languéné, pourquoi selon vous, peut-être on posait la question déjà la semaine dernière, mais ça concernait le basketball camerounais, mais pourquoi selon vous le basketball africain dans sa globalité a du mal à se développer? Pourquoi la mayonnaise a du mal à prendre finalement? Je pense que c'est d'abord peut-être une question de culture, parce qu'il faut dire qu'avant de pouvoir instaurer une façon de penser, il faudrait déjà instaurer une culture. Est-ce qu'en Afrique on a la culture du basketball? Je vais dire oui et je vais dire non. Oui, parce que dans des pays quand même, l'Afrique de plus en plus, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles pour la première fois de son histoire la NBA a décidé de sortir du continent américain, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait non seulement des passionnés mais des talents également en Afrique. Aujourd'hui, on parle de Joel Embiid, de Pascal Siakam parce qu'on est Camerounais, mais ailleurs, ça parle quand on parle de Giannis Antetokounmpo, il faut dire que c'est ça. Il est originaire du Nigeria. Ils sont nombreux qui viennent de. Il y a mon ami congolais là. Comment il s'appelle quoi? Ils sont nombreux. Ouais. De toute façon, ils sont nombreux qui. Tu voulais parler de Serge Ibaka. Ibaka. Ils sont nombreux, même si Ibaka il joue avec l'Espagne, mais quand même c'est un Congolais. Oui, ça reste un Congolais. Donc il faut dire que. Un peu comme Batum pour la France. Exactement. Ou encore notre ami Noah. Voilà. Joachim. Donc il y a des talents. D'ailleurs, avant même ceux qu'on évoque, il y avait même déjà des talents comme ceux, par exemple, celui qui a permis de découvrir Embiid et Pascal Siakam Mbamute. Donc il y a des talents. Ils s'en sont rendus compte. Mais maintenant, au-delà de ces talents-là, il faut une culture. Et la culture, elle est développée par les fédérations locales. Et c'est pour ça que je reviens sur la problématique. C'est que tant que nos fédérations locales ne sont pas assez développées et ne sont pas assez ouvertes sur le monde, elles auront du mal à pouvoir inculquer la culture du basketball. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? On peut dire qu'après le football, les Camerounais sont impliqués de plus en plus dans la culture du volleyball. Ouais. Pourquoi? Parce que la fédération de volleyball est structurée et propose quand même un certain nombre de spectacles et surtout gagne des trophées. Et tant qu'on le peut, on va pas pouvoir arriver à ce niveau-là. Ce sera difficile au niveau africain de pouvoir penser cela. Mais des pays comme l'Angola sont très avancés sur la question. Même des pays du Maghreb, notamment Zamalek, qui est le vainqueur de la première édition de la Basketball African League. Ce sont des pays qui ont déjà la culture. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Égypte. C'est des pays qui ont déjà la culture du basketball. Et maintenant, nous, en Afrique subsaharienne, il faut développer cette culture. Mais le développement de cette culture passe par quoi? Par le développement des infrastructures également. Des pays comme le Cameroun peuvent aujourd'hui se targuer d'avoir de bonnes salles, le Sénégal, le Rwanda, mais il faut dire que très peu de pays en Afrique aujourd'hui ont des salles, des gymnases aux normes internationales, comme c'est le cas pour les pays que je viens d'évoquer. Et donc, il faudra également pour les pays d'Afrique subsaharienne développer le volet infrastructurel et surtout
développer le volet marketing au sein justement des fédérations et au sein de certains ministères des sports de ces pays-là. Andro, donne un mot sur cette question. On a un basketball africain qui est quand même à la traîne. Est-ce que finalement la Basketball African League pourrait permettre de développer ce sport-là quand on sait que la défunte Coupe des clubs champions de basketball n'a pas porté ses fruits? La Basket African League est déjà en train de promouvoir le basket parce que voilà, les gens commencent à s'intéresser à cette compétition. Vous voyez, on suivait le reportage, on était vraiment intéressé de savoir que 7 pays ou alors cette grande ville allait abriter la compétition. Malheureusement, le Covid nous ramène à la Kigali Arena du Rwanda qui fait vraiment un très gros effort dans ce sens. Donc, il faut dire, Franck a pris l'exemple du volleyball. C'est un projet qu'on a vu venir, celui de la refondation, je pense, qui aujourd'hui porte ses fruits. On peut faire pareil, on peut le dupliquer au basketball et dans d'autres sports. Il s'agit de stratégie. Tout simplement, il s'agit de stratégie. Est-ce que vous pensez qu'on fait du miracle du côté du volleyball? Non, des gens se sont assis, des gens ont pensé le développement de ce sport-là et aujourd'hui, il y a des fruits. Il y a des fruits. On peut faire pareil avec le basketball. Maintenant, je pense que ça se fait déjà pas mal. Vous voyez? C'est déjà pas mal de voir ce qu'on est en train de voir. Parce qu'il y a une première compétition qui s'est jouée récemment, une compétition de clubs, et je pense que c'est un club égyptien qui a remporté Zamalek, la première édition. Voilà un autre tournoi qui va se jouer maintenant. Il faut créer une attractivité autour de cet événement et multiplier ce type d'événement pour que ça reste ancré dans les mémoires. Qu'on se dise, désormais, il y a une compétition qui peut... Parce que moi, j'ai vu là, on parle de promouvoir. Il faut promouvoir le basketball. Et c'est tout bénef pour un continent qui est porté vers le football. Il faut le dire, vous savez, au basket, aux États-Unis, par exemple, on joue beaucoup plus au basket. Le soccer là-bas, le soccer là-bas, le football en fait, c'est le soccer. Voilà, le soccer n'est pas comme le football chez nous ici. Là-bas, chez eux, vous avez le basketball, le baseball et le football américain. Chez nous, en Afrique, nous avons d'abord le football. Nous avons d'abord le football et puis d'autres sports. Donc, je pense que avec des stratégies, avec une expertise africaine mise à contribution, on va pouvoir relever le défi justement d'un basketball qui se veut proche de ce qui se fait ailleurs. Voilà, on parle de promotion de basketball. Nous allons justement prendre à présent la direction de Paris en France où nous attendent deux jeunes entrepreneurs d'origine africain, Kenan Ebongue et Riwan Rieu-Mayol, tous deux cofondateurs de l'agence X-Ball Media et porteurs d'un projet de vulgarisation et de promotion du basketball sur les plateformes digitales. Comment ça va se faire? On va d'ailleurs les avoir à deux au téléphone directement. Alors Riwan, Kenan, bonsoir et bienvenue. Alors bonsoir. Bonsoir à Steve Gabin, tout d'abord, et tous les téléspectateurs présents ici ce soir. Alors, X-Ball Media est un nouveau média sur les plateformes réseaux sociaux, tels qu'Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Notre but est de promouvoir le basketball africain sur le continent tout d'abord, mais aussi à l'international. C'est ça. Et donc, cela permettrait à long terme de mettre en avant des compétitions comme la Basketball Africa League, qu'on appelle la BAL, l'Afro-Basket, ou encore des championnats nationaux qui parfois ne sont pas encore professionnels, mais aspirent à le devenir. Qu'est-ce qui vous a justement motivé à proposer un projet de digitalisation du football africain? Certes, vous avez répondu à celle de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied cette plateforme entrepreneuriale, mais pourquoi la digitalisation du basketball africain selon vous? Alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la nouvelle plateforme de communication. Ils se développent considérablement dans le monde et aussi en Afrique. On voit par exemple des réseaux comme Instagram ou Facebook qui se développent de plus en plus et qui touchent à un grand nombre de personnes. Faisant partie de la génération réseaux sociaux avec Kenan, il était tout naturel pour nous de nous insérer via ces plateformes qui touchent à un grand nombre de personnes de manière simple et efficace.
Vous êtes français de nationalité, bien qu'ayant des origines sénégalo-algériennes pour Kewan et sénégalo-camerounaises pour Kenan. Qu'est-ce qui vous a motivé naturellement à proposer voilà un projet de digitalisation du basketball africain? Oui, bien sûr, nous sommes français, mais aussi d'origines africaines, comme vous l'avez si bien dit. Nous sommes très attachés à nos origines africaines, ayant vécu une petite partie de notre vie sur le continent, notamment au Sénégal. Et c'est justement en vivant en France que on a remarqué ce phénomène du fait que le sport africain et le basketball africain, pour notre cas, n'est pas assez diffusé sur le continent européen et aussi partout dans le monde. C'était donc logique pour nous de montrer ce potentiel et de pouvoir le médiatiser, parce que quand l'on voit des joueurs tels que Joel Embiid, Pascal Siakam ou encore Serge Ibaka, on est forcé de constater que le potentiel est plus qu'énorme sur le continent et que il doit être suivi et médiatisé. Voilà, donc quelles sont, Ryan et Kewan, vos perspectives pour les prochaines années? On le sait avec l'avenue de la Basketball Africa League sur le continent africain. Comment comptez-vous justement implémenter cette nouvelle plateforme digitale? Quelles sont vos perspectives pour les 3 prochaines années? Alors, nos perspectives dans les 3 prochaines années, je dirais être le média numéro 1 donc sur le continent et à l'international. Je dirais aussi travailler en collaboration avec les instances dont vous nous avez parlé, donc la NBA Africa et la FIBA Afrique. Voilà. Promouvoir le basketball africain sur le continent et à l'international. Et bien sûr, une chose très importante et qui nous tient à cœur, médiatiser les talents qu'il y a sur le continent africain et pouvoir les mettre en avant et les suivre. Voilà, pour sortir peut-être cette question, vous avez essayé de la répondre tout à l'heure, c'est de savoir quelles sont les démarches que vous avez justement entreprises aujourd'hui au niveau des instances pour porter votre projet auprès notamment des instances africaines comme FIBA Afrique, du basketball ou encore au niveau de la NBA Africa. Alors, nous n'avons pas eu encore de démarche officielle, si je peux dire, mais X-Ball Media était par contre présent à la première édition de la Basketball Africa League à Kigali au Rwanda, une édition très remarquée et très impressionnante, je pense. Nous avons eu la chance à ce moment-là de rencontrer pas mal de monde, dont Monsieur Amadou Galofa, le commissaire de la Basketball Africa League. Mais à ce moment-là, nous n'avions pas encore lancé le média, et c'est pourquoi il n'y a pas eu de démarche officielle entreprise. Le fait est que maintenant, cela fait 3 semaines que nous avons lancé le média, et ce serait vraiment une réelle opportunité de travailler en collaboration avec ces instances. En tout cas, merci à vous, Riwan et Kenan. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir participé à cette discussion qui vise justement à promouvoir le basketball africain. Alors, merci à tous les téléspectateurs. Merci plus particulièrement à Steve Gabin de nous avoir mis en avant, nous, notre projet et donc notre média. Ça a été un honneur de faire partie de cette émission et j'espère à très bientôt. Merci, à très bientôt. On espère justement qu'on se reverra très bientôt dans le cadre de cette édition. Je rappelle que vous êtes des cousins, voilà, des cousins avec un parent commun, avec des parents communs qui sont sénégalais, l'autre de nationalité sénégalo-algérienne et l'autre de nationalité d'origine, je veux dire, sénégalo-algérienne et l'autre sénégalo-camerounaise. Vous êtes 2 jeunes athlètes, respectivement étudiants en économie et gestion à Paris 12 et en business sport à l'ESG Paris. Nous vous souhaitons bien de bonnes choses de ce côté-là pour la suite de votre carrière et bien sûr de vos études. Alors, question sur le plateau très rapidement, André Onana. Est-ce que les plateformes qui ont été mises, la plateforme qui a été X-Media, qui a été mise sur pied par nos 2 cousins Riwan et Kenan, Riwan et Kenan autant pour moi, peuvent être porteuses de fruits sur le continent? Oui, je pense que ce sont des startups. Et les startups, justement, ont ceci de particulier que ça vient régler un problème qui n'est pas perçu par tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vu
Je fais un parallèle avec une start-up qui a été proposée en 2020 à Samuel Eto'o pour réduire un peu, pour permettre aux personnes qui se déplaçaient d'avoir des kilos en faisant simplement une demande. Ça règle un problème. Donc les start-up viennent justement régler un problème et pourquoi pas, ils sont dans un environnement où ça se développe très vite. Ils sont en Europe, mais ils ont une portée large sur l'Afrique et ils veulent développer, ils veulent participer du moins au développement de ce sport. Et il vous l'a dit, je crois, Riwan, dans son propos liminaire, que le monde est en train de se digitaliser. Ouais. Donc, du coup, tout le monde reste sur son téléphone et à partir de ce moment, je pense que ils peuvent retrouver tous les amoureux du basketball à partir simplement d'un smartphone. Donc, je crois qu'il y aura un impact très intéressant, attendant de voir simplement que la compétition se déroule pour faire un petit bilan. Francis Onguéné, vous avez peut-être pas testé, mais vous êtes au courant de la sortie de cette plateforme. Si on veut parler de la viabilité ou de la fiabilité, est-ce que vous pouvez en témoigner aujourd'hui? Bien sûr, il faut dire que aujourd'hui, André l'a très bien illustré. Nous sommes dans une ère de digitalisation et de transformation digitale. Et une plateforme comme Xball Media sera donc une plateforme qui permettra aux uns et aux autres d'être au fait de l'actualité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure quand je parlais de culture, d'être au fait de l'actualité basketballistique, si je peux me permettre ces néologismes. Voilà, sur le continent africain, lorsque on veut savoir quelles sont les rencontres, quelles sont ceci, quelles sont les stars, quels sont les dadada, on peut rapidement aller sur la plateforme. C'est vrai qu'actuellement, ils sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Ils m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient développer une application et un site web. Et donc, je souhaite que voilà, ils soient accompagnés par les équipes de la NBA Africa, notamment notre ami Wilm Jacob, qui est le senior manager de la NBA Africa, qui peut peut-être, je sais pas, peut-être donner un coup de main et peut-être, pourquoi pas aussi FIBA Afrique pour que le projet justement puisse permettre d'embarquer d'autres jeunes Africains partout sur le continent pour que le projet soit véritablement grand et que ça devienne un network, un réseau. Surtout que ce projet, je veux dire quoi, on peut dire le commencement vers ce développement du basketball qu'on espère au niveau continental. On a vu déjà l'arrivée de la NBA. Voilà une plateforme digitale qui pourrait justement permettre de contribuer au développement de cette discipline sportive. Voilà, nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci Francis Onguéné, merci André Onana. Merci. On espère qu'on vous aura dans les prochaines éditions. On a marqué une petite pause exceptionnelle cette semaine. On vous avait annoncé qu'on parlera de l'organisation, enfin comment on appelle ça, qu'on parlera du processus, voilà, d'organisation de la CAN. On a marqué une petite pause parce que c'était important de parler de ce qui est arrivé à la Fédération camerounaise de football. On reviendra la semaine prochaine évidemment pour continuer dans cette série que nous avons annoncé. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé sur cette émission, chapeautée bien sûr par Landry Nta. Merci à nos confrères de la BBC pour cet élément qu'ils nous ont proposé. On se donne certainement rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est à terme. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it.